Imaginez un sortilège si puissant qu'il pourrait remodeler la réalité elle-même et pourtant, il a disparu sans laisser de traces. Et si la magie la plus puissante n'avait pas été simplement perdue, mais volontairement cachée par les familles mêmes qui la maniaient? Ce soir, nous plongeons dans les secrets chuchotés des anciennes maisons de sorciers. Nous allons déterrer les enchantements oubliés qui ont autrefois défini, et parfois détruit, leur héritage. Bonsoir, mes chers apprentis sorciers. Installez-vous confortablement. Remontez votre couverture, laissez votre baguette sur la table de chevet et fermez les yeux. Ce soir, je vous emmène dans les recoins interdits de l'histoire magique, là où l'encre s'efface et où les souvenirs deviennent des légendes. Chapitre 1. L'histoire de notre monde, le monde magique, est souvent comparé à un grand fleuve tumultueux. Nous connaissons son courant principal, celui qui brille sous la lumière du jour, les 4 fondateurs de Poudlard, les grandes guerres contre les mages noirs, l'institution rigide du ministère de la magie. Mais un fleuve, aussi puissant soit-il, possède aussi ses bras morts, ses affluents asséchés et ses profondeurs inexplorées où la lumière ne pénètre jamais. Je me trouve ce soir, en esprit, au cœur de la section la plus reculée, la plus inaccessible de la grande bibliothèque d'Alexandrie magique. C'est un lieu dont l'emplacement change avec les marées de la magie, un endroit qui n'existe sur aucune carte. Ici, l'air est froid, non pas à cause des courants d'air, mais à cause de la mémoire accumulée. L'odeur n'est pas celle de la poussière domestique, mais celle de l'ozone après un orage et du vieux cuir tanné par des procédés alchimiques oubliés. Les étagères s'étirent vers un plafond que l'on ne distingue pas, perdu dans une brume argentée qui absorbe le moindre bruit. C'est ici, dans ce silence presque religieux, que l'on range ce que les conservateurs appellent les grimoires orphelins. Avez-vous déjà tenu un livre qui n'a plus de propriétaire, plus de créateur, plus de lecteur? Il y a une certaine lourdeur dans sa reliure, une résistance. J'en ai un devant moi, posé sur le pupitre de chêne noir. Il n'a pas de titre gravé en lettres d'or sur la couverture, seulement un blason effacé par des siècles de frottement et de négligence. Le cuir est craquelé, sombre et rugueux, semblable à la peau d'un dragon qui aurait vécu 1000 ans. Lorsque nous apprenons la magie à l'école, on nous enseigne le Lumo pour la lumière, le Wingardium Leviosa pour la lévitation, le Patronus pour l'espoir. On nous dit que la magie est une science, une série de mots latins et de mouvements de poignets précis qui produisent des résultats constants et prévisibles. Mais ce n'est qu'une vérité partielle, une version édulcorée pour les masses. La magie que nous pratiquons aujourd'hui est une magie domestiquée, une magie sûre, polie, inoffensive. Mais il fut un temps, bien avant la création du Code international du secret magique en 1689, où la magie était sauvage. Elle était personnelle, viscérale et intimement liée au sang de ceux qui la pratiquaient. Chaque grande famille de sorciers ne se contentait pas d'utiliser la magie existante, elle la créait. Ils forgeaient des sortilèges comme un forgeron bat le fer rouge, les adaptant à leurs besoins spécifiques, à leurs ambitions démesurées et souvent à leurs vices les plus sombres. Alors, une question s'impose. Pourquoi ces sorts, si puissants et si uniques, ont-ils disparu? Pourquoi ne les enseigne-t-on plus? C'est le mystère qui nous hantera tout au long de cette nuit. En tournant la première page de ce grimoire orphelin, le papier parcheminé écrit sous mes doigts. Je ne lis pas une formule d'introduction, mais un avertissement écrit à l'encre violette, une encre qui semble encore humide et vivante après 500 ans de sommeil. La calligraphie est nerveuse, précipitée. Elle dit « Ce qui est écrit ici ne doit pas être prononcé, car la parole donne forme à ce qui devrait rester dans le néant. » Mais nous sommes curieux, n'est-ce pas? La curiosité n'est pas un péché pour un sorcier, c'est un instinct de survie, le moteur de toute découverte. Alors, ensemble, ignorons l'avertissement et tournons la page. Chapitre 2. La théorie de l'oubli. Avant d'entrer dans le détail des histoires de ces familles disparues, il faut comprendre le mécanisme même de la perte. Comment perd-on la magie? Comment oublie-t-on de voler sans balai ou de parler aux étoiles? Il faut comprendre le concept que les archéologues de l'indicible appellent l'érosion magique. Les historiens académiques, comme la célèbre bataille de Tour-de-Zac, ont souvent émis l'hypothèse rassurante que certains sortilèges disparaissent simplement parce qu'ils deviennent obsolètes. C'est une vision confortable de l'histoire. Après tout, pourquoi inventer un sort complexe et dangereux pour conserver la viande fraîche quand l'invention du caisson réfrigérant magique existe?
C'est la théorie de l'évolution pratique. La magie s'améliore, se simplifie, et les vieilles méthodes encombrantes sont abandonnées. Mais il existe une théorie plus sombre, moins discutée dans les salons de thé de Préolard. On l'appelle la théorie du reflux. Imaginez que la magie ne soit pas une ressource infinie et docile, mais une force élastique, vivante, presque consciente. Si vous tirez trop fort dessus, si vous tordez la réalité d'une manière qu'elle ne peut supporter, la réalité finit par claquer en retour comme un élastique tendu à l'extrême. Les familles que nous allons étudier ce soir n'ont pas simplement perdu leur sort par négligence ou par oubli. Elles les ont perdus par nécessité absolue ou par tragédie. Selon la théorie du reflux, certains sortilèges demandent un prix que la nature refuse de payer indéfiniment. L'univers cherche l'équilibre. Si vous créez un feu qui ne s'éteint jamais, quelque part ailleurs, une chaleur vitale disparaît. Si vous forcez la guérison d'un corps qui devait mourir, la mort doit prendre son dû ailleurs. Dans ce grimoire, je trouve une liste. C'est une table des matières raturées, brûlée par endroits comme si le papier lui-même avait rejeté l'encre. 3 noms ressortent, à peine lisibles sous la suie des siècles et les taches de cire. Eldoria, Blackwood, Stoneheart. Ces noms ne vous disent peut-être rien. Ils ne figurent pas dans l'histoire de Poulard. Ils ne sont pas sur les registres des 28 sacrés qui recensent les familles de sang pur britanniques. Et pour cause, ils ont été effacés. Il y a une différence fondamentale entre être oublié et être effacé. L'oubli est naturel. C'est comme la mousse qui recouvre lentement une pierre dans la forêt. C'est un processus doux, progressif. L'effacement, lui, est un acte volontaire, violent. C'est le burin qui attaque la pierre pour en retirer le nom gravé. C'est le feu qui dévore les archives. C'est le sortilège d'amnésie lancé à l'échelle d'une nation. Ces familles ont touché à des limites que nous n'osons plus approcher aujourd'hui. Elles ont exploré les frontières du temps, du sang et de la terre. Et en retour, la magie les a consumées. Prenons le premier nom de la liste, Eldoria. Le mot lui-même sonne comme une cloche d'or, limpide et mélodieuse, n'est-ce pas? Eldoria. À côté de ce nom, un symbole est dessiné à la main avec une précision géométrique inquiétante, un sablier. Mais c'est un sablier brisé, fêlé en son centre, où le sable ne coule pas vers le bas selon les lois de la gravité, mais s'élève vers le haut, en suspension, défiant l'ordre naturel des choses. Chapitre 3. Les gardiens du secret. Qui suis-je pour vous raconter ces histoires? Pourquoi ma voix résonne-t-elle dans l'obscurité de votre chambre alors que ces récits devraient rester sous scellés? Je ne suis pas un aurore ni un professeur émérite. Je suis ce qu'on appelle un collecteur de cendres. Ma profession, si l'on peut l'appeler ainsi, consiste à passer derrière l'histoire officielle. Lorsque le ministère de la magie déclare une affaire close, lorsque les détraqueurs ont fini leur sinistre besogne, ou lorsqu'une maison ancestrale tombe en ruine, je suis là. Je ramasse les fragments. Je lis les journaux intimes que personne n'a jugé utile de brûler. J'écoute les échos psychiques imprégnés dans les murs des manoirs abandonnés. Il existe un groupe, une société secrète informelle qui croit que la connaissance, même dangereuse, ne doit jamais être totalement détruite. Nous pensons que pour éviter de répéter les erreurs du passé, nous devons nous souvenir de l'horreur exacte de ces erreurs. Nous sommes les gardiens de ces secrets toxiques. Mais il y a un danger à cela. La connaissance est contagieuse. En vous racontant l'histoire des Eldoria, des Blackwood et des Stoneheart, je brise un sceau de silence vieux de plusieurs siècles. Je fais de vous des complices. Pourquoi prendre ce risque? Parce que la magie moderne s'appauvrit. Nous sommes devenus prudents, certes, mais nous avons aussi perdu le lien avec le mystère. Nous avons oublié que la magie peut être effrayante, qu'elle peut être sublime et terrible à la fois. Les histoires que vous allez entendre ne sont pas des contes de fées pour endormir les enfants sages. Ce sont des mises en garde. Ce sont des monuments funéraires érigés avec des mots. En écoutant l'histoire de la maison Eldoria, vous allez comprendre que le plus grand ennemi d'un sorcier n'est pas toujours un mage noir ou une créature des ténèbres. Parfois, l'ennemi, c'est l'amour. L'amour qui refuse de laisser partir. L'amour qui refuse de dire adieu. Alors que je tourne la page du grimoire, l'atmosphère dans la bibliothèque semble changer. La température chute de quelques degrés. Les ombres s'allongent entre les rayonnages, comme si elles voulaient se rapprocher pour écouter, elles aussi.
Le premier chapitre dédié à la famille Eldoria s'ouvre sur une illustration, un manoir d'une architecture impossible, fait de verre et de lumière, perché au bord d'un précipice. Et sous l'image, une date, 1742. Préparez-vous. Nous quittons la sécurité de la bibliothèque. Nous partons pour les Alpes suisses, au cœur du XVIIIe siècle, là où le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Chapitre 4. Le manoir de Vers-la-Vallée d'Aletsch, en 1742, n'était pas le lieu touristique que les Moldus connaissent aujourd'hui. C'était un royaume de silence blanc, de glaciers craquants et de sommets si hauts qu'ils semblaient gratter le ventre de la lune. C'est ici, caché par des charmes de repousse moldus d'une puissance inouïe, que se dressait la demeure ancestrale de la famille Eldoria. Dans les archives magiques, on l'appelle souvent le manoir de verre, bien que cette appellation soit techniquement incorrecte. Il n'était pas construit en verre, mais en obsidienne polie et en quartz enchanté, des matériaux qui capturaient la lumière des étoiles et la retenaient captive dans leurs murs. De loin, le manoir ressemblait à un éclat de givre géant planté dans la montagne, scintillant d'une lueur interne froide et bleutée. Mais ce n'était pas l'architecture qui rendait le lieu si perturbant pour les rares visiteurs. C'était l'air. Quiconque franchissait le périmètre de protection des Eldoria ressentait immédiatement une lourdeur étrange, une pression sur la poitrine, comme lorsqu'on plonge au fond d'un lac. Ce n'était pas la pression de l'eau, mais celle du temps. L'air y était si immobile qu'il semblait solide, vitrifié. Les chroniques de l'époque rapportent des phénomènes singuliers. Un sorcier invité pour un banquet raconta que le bruit de ses propres pas sur le gravier de l'allée lui parvenait avec un léger décalage, comme si le son devait traverser une mélasse invisible avant d'atteindre ses oreilles. Les feuilles des rares arbres du jardin ne tombaient pas, elles descendaient en flottant avec une lenteur exaspérante, mettant parfois une heure entière pour parcourir la distance d'une branche au sol. C'était un lieu d'une beauté surnaturelle, mais d'une beauté morte. Rien ne semblait vraiment vivre au rythme naturel. Les fleurs souffraient en l'espace de plusieurs jours, et le soleil semblait s'attarder plus longtemps sur les toits du manoir que sur le reste de la vallée. Les Eldoria vivaient dans cette bulle temporelle. Ils n'étaient pas des sorciers combattants cherchant la gloire dans les duels. Ils n'étaient pas des politiciens avides de pouvoir au Majammago. Ils étaient des érudits, des astronomes, et surtout des horlogers de l'impossible. Leur magie était subtile, précise, mécanique. On raconte que dans le manoir, aucune pendule ne retardait jamais, non pas parce qu'elle était bien réglée, mais parce que le temps lui-même s'écoulait au rythme dicté par le patriarche de la famille. Cependant, la magie demande toujours un équilibre. C'est une loi fondamentale. On ne crée pas, on transforme. Si les Eldoria ralentissaient l'entropie à l'intérieur de leurs murs pour prolonger leur vie et leur plaisir, le temps devait accélérer ailleurs pour compenser. Autour du domaine, la nature vieillissait à une vitesse terrifiante. Les forêts environnantes mouraient et renaissaient en l'espace d'une semaine. Les rochers s'effritaient en sable en quelques années. Les oiseaux qui volaient trop près des barrières magiques tombaient du ciel, leurs cœurs ayant battu trop vite, vieillis en plein vol. C'était le premier signe de leur hubris, leur orgueil démesuré. Ils volaient le temps à la montagne pour se l'approprier. Chapitre 5. L'obsession du temps. Pour comprendre la chute de la maison Eldoria, il faut comprendre l'homme qui la dirigeait, Callum Eldoria. Callum n'était pas un homme cruel par nature. C'était un homme brisé. 10 ans avant la disparition de la famille, Callum avait perdu sa jeune épouse, Elara. Ce n'était pas une mort héroïque en combattant des dragons, ni une malédiction sombre lancée par un rival. C'était une banale variole du dragon, une maladie fulgurante qui l'avait emporté en 3 jours. 3 jours. Callum, malgré toute sa puissance magique, s'était retrouvé impuissant face à l'inéluctable tic-tac de la maladie qui dévorait la vie de sa femme. Depuis ce jour, Callum avait développé une haine profonde, viscérale, pour le temps. Il ne voyait plus le temps comme une dimension nécessaire à la vie, mais comme un voleur. Un prédateur silencieux qui s'infiltrait dans les maisons pour voler les moments de bonheur, transformant le présent vibrant en souvenir fade, puis en poussière. Sa douleur se mua en obsession. Il passait ses nuits dans la plus haute tour du manoir, entouré de centaines de sabliers, d'horloges à eau et de mécanismes célestes complexes. Il étudiait la chronomancie mineure, une branche de la magie souvent négligée car jugée trop théorique. Il existe, bien sûr, des objets magiques pour manipuler le temps.
Le plus célèbre est le retourneur de temps, utilisé sous stricte surveillance ministérielle. Mais quel homme méprisait ces objets? Les retourneurs de temps permettent de revisiter le passé, de revoir ce qui a été perdu, mais ils ne permettent pas de le changer fondamentalement. Et surtout, ils ne permettent pas d'arrêter l'avenir. Quel homme ne voulait pas reculer pour revivre la mort d'Elara? Il voulait figer le bonheur avant qu'il ne s'enfuit. Il voulait créer ce qu'il appelait dans ses journaux le présent perpétuel. Dans ses notes, que je déchiffre ici à la lueur de ma bougie, son écriture devient de plus en plus erratique au fil des pages. Il parle de la texture du temps. Pour lui, le temps n'était pas un flux continu comme une rivière, mais une tapisserie tissée fil par fil. Et si l'on pouvait trouver le fil exact du moment présent et faire un nœud si serré, si complexe, que le moment ne pourrait jamais glisser vers le passé, il a commencé à expérimenter sur de petits objets. Une pomme qui l'empêchait de pourrir non pas par un sort de conservation, mais en la bloquant temporellement. Une flamme de bougie qui ne consommait jamais sa mèche. Ces petites victoires ont nourri son ambition. Il a convaincu ses enfants, ses cousins, toute la lignée Eldoria que leur destin était de s'affranchir de la mort elle-même. Il ne cherchait pas l'immortalité physique comme Voldemort le ferait des siècles plus tard avec ses Horcruxes. Il cherchait l'immortalité de l'instant. Chapitre 6 et le tissage des Chronos, c'est ainsi qu'est né le projet de l'Aeterna Momentu. Ce n'était pas un simple sortilège que l'on lance d'un coup de baguette magique. C'était un rituel, une architecture magique colossale qui nécessitait des mois de préparation. Le grimoire décrit avec une précision effrayante les préparatifs. Callum fit fabriquer 365 horloges en argent, une pour chaque jour de l'année, et les disposa en cercle concentrique dans la grande salle de bal du manoir. Chaque horloge n'était pas réglée sur l'heure solaire, mais sur le rythme cardiaque d'un membre de la famille. Il liait leur vie au mécanisme. L'idée était d'une élégance terrifiante. Au lieu de laisser le temps pousser les habitants vers l'avenir, les horloges allaient créer un contre-courant. Elles allaient remonter la réalité à chaque seconde qui passait, annulant le mouvement du temps. Une seconde passe, une seconde est rembobinée. Un équilibre parfait, une stase. Les journaux intimes de sa fille aînée, Lysandra, révèlent qu'elle avait des doutes. Elle écrivait « Père parle du paradis éternel, mais un paradis où rien ne change n'est-il pas une prison dorée? Si la fleur ne fane jamais, peut-elle encore être belle ?» Mais quel homme, charismatique et dévoré par son deuil, balaya ses inquiétudes. Il leur promit une fête sans fin. Un dîner où le vin ne tarirait jamais, où les rires ne s'éteindraient jamais, où la fatigue ne viendrait jamais clore leurs paupières. La date fut fixée au solstice d'hiver de 1742, la nuit la plus longue de l'année. Le moment où le soleil lui-même semble hésiter à revenir, le point de bascule de l'année. C'était le moment où le tissu du temps était le plus lâche, le plus facile à percer. Tout était prêt. Les invités, uniquement la famille proche, revêtirent leurs plus beaux atours de velours et de soie. Les tables furent dressées avec des mets exquis. Les musiciens, des automates enchantés par Callum, accordèrent leurs instruments. Ils pensaient entrer dans la légende. Ils allaient entrer dans le cauchemar. Chapitre 7. La cassure la nuit du rituel, une tempête de neige s'abattit sur les Alpes, isolant le manoir du reste du monde. À l'intérieur, la chaleur des milliers de bougies créait une atmosphère dorée et irréelle. Au 12e coup de minuit, alors que la dernière note de la cloche résonnait dans la vallée, Callum leva sa baguette de bois d'ébène. Autour de lui, les 365 horloges commencèrent à sonner, non pas à l'unisson, mais en cascade, créant une onde sonore qui faisait vibrer les os et les dents. La formule de l'Aeterna Momentu est transcrite ici. Elle est complexe, mêlant du latin archaïque et des runes temporelles que l'on ne prononce plus. Chrono Abiati, Tempu Nolifugre, Hic et Nunc et Aeternum. Chrono, éloigne-toi. Temps, ne fuis pas. Ici et maintenant, pour l'éternité. Alors que Callum prononçait ces mots, la magie se manifesta d'une manière que personne n'avait jamais vue. Ce n'étaient pas des étincelles ou des éclairs de lumière. C'était l'absence. Les couleurs devinrent soudainement trop nettes, trop précises, comme si le monde était passé d'une peinture à l'huile à une gravure sur diamant. Puis, le silence tomba.
Un silence absolu qui avala le hurlement du vent au dehors, le crépitement du feu dans l'âtre et même le bruit de la respiration des convives. Le sort fonctionna. Trop bien. Quel homme avait réussi à arrêter le temps, mais il avait oublié une variable cruciale, une vérité philosophique que la magie ne peut ignorer. La conscience humaine est un flux. La pensée est un mouvement. Si vous arrêtez le temps parfaitement, vous arrêtez les électrons dans le cerveau, vous figez l'âme. Vous ne créez pas un paradis éternel où l'on profite du moment. Vous créez une statue. Cependant, une erreur se produisit. Une hésitation de Calum au dernier moment, un tremblement de sa main ou un doute fugace dans son esprit créa une imperfection dans le tissage du sort. Au lieu d'une stase parfaite, le sortilège créa une boucle. Le manoir ne se figea pas totalement. Il fut condamné à revivre la même seconde, encore et encore. Chapitre 8. Les échos. Imaginez l'effroi, si vous le pouvez. Être conscient, mais piégé dans une prison temporelle d'une seule seconde. Le verre de vin en cristal qui glisse de la main d'un oncle ivre tombe, se brise en mille éclats scintillants puis se reconstitue, remonte dans la main s'ouvre, le verre tombe, se brise. Encore. Et encore. Le début d'un rire qui se transforme en un hoquet mécanique. La première syllabe d'une phrase amoureuse qui ne trouve jamais sa fin. Pour les observateurs extérieurs, le manoir avait simplement disparu, englouti par la brume. Mais à l'intérieur, la famille Eldoria vivait l'enfer. Ils n'étaient pas morts. Leur esprit était, d'une manière horrible, toujours actif, piégés dans ce corps qui répétait le même geste pour l'éternité. Ils étaient devenus des échos. Certains théoriciens de la magie pensent que dans cette boucle fermée, la folie est venue instantanément. D'autres, plus optimistes, espèrent que leur conscience s'est éteinte au premier tour de boucle. Mais le grimoire mentionne un détail glaçant. Des années plus tard, des explorateurs audacieux qui s'approchèrent de la zone de distorsion rapportèrent avoir vu les visages à travers les fenêtres. Les corps répétaient les mouvements de la fête, mais les yeux bougeaient différemment. Ils étaient remplis d'une terreur panique, conscients, hurlant en silence derrière la vitre du temps. Le manoir était devenu un disque rayé sur le phonographe de l'univers, jouant la même note discordante à l'infini. Chapitre 9. La FND. La lignée. La perturbation magique causée par l'éternel moment devint rapidement impossible à ignorer. Le temps autour du manoir commença à se fracturer. Des villageois moldus dans la vallée en contrebas rapportèrent voir des fantômes de leurs propres actions passées ou futures. Les saisons se mélangeaient. Il neigeait en juillet et les fleurs fanaient avant d'éclore. Le ministère de la magie, encore jeune à l'époque, envoya ses meilleurs agents, les langues de plomb du département des mystères. Lorsqu'ils arrivèrent sur le site, ils comprirent immédiatement qu'il n'y avait rien à sauver. On ne pouvait pas briser la boucle sans risquer de déchirer la réalité elle-même, ce qui aurait pu créer un trou noir temporel capable d'engloutir toute l'Europe. La décision fut prise. Une décision froide, bureaucratique et nécessaire. Ils ne pouvaient pas sauver les Eldoria. Ils devaient les mettre en quarantaine. Des dizaines de sorciers travaillèrent pendant 6 jours et 6 nuits pour ériger des barrières de confinement autour du manoir. Ils utilisèrent des sortilèges d'oubli massifs pour effacer le souvenir de la famille de l'esprit des voisins. Ils brûlèrent les registres de naissance. Ils firent fondre les horloges trouvées dans les dépendances. Le manoir de verre fut désynchronisé de notre réalité. Il fut poussé dans une poche dimensionnelle, un pli de l'espace-temps où il ne pourrait plus nuire. Le nom Eldoria fut banni. Prononcer ce nom, c'était risquer d'inviter le sortilège à revenir. C'est pourquoi vous ne le trouverez dans aucun livre d'histoire moderne. La famille Eldoria n'est pas morte. C'est là toute la tragédie. Ils sont toujours là, quelque part dans leur manoir invisible, en train de lever leur verre pour porter un toast à l'éternité, prisonniers du souhait de Calum. Parfois, on dit que si vous vous tenez très silencieusement dans certaines vallées reculées des Alpes suisses et que vous écoutez attentivement entre 2 rafales de vent, vous pouvez entendre un son très faible, rythmé et mécanique. Le tic-tac d'une horloge qui ne fait jamais avancer l'heure. Mais laissons les Eldoria à leur sort éternel. Tournons la page, car le grimoire contient d'autres noms, d'autres folies. Laissez-moi maintenant vous parler d'une famille qui ne cherchait pas à arrêter le temps, mais à nier la mort par le sang. Les Blackwood.
et leur histoire est, si c'est possible, bien plus sombre encore. Chapitre 10. Les racines rouges. L'ambiance change brusquement alors que nous abordons la section suivante du grimoire. Les pages ne sentent plus l'ozone et le froid des Alpes, mais le terreau humide, la résine de pin et quelque chose de métallique comme l'odeur du cuivre ou du sang séché. Pour comprendre la maison Blackwood, il faut voyager vers loin des institutions civilisées de la magie britannique. Il faut traverser la Manche, survoler les plaines d'Europe et s'enfoncer dans les forêts denses et inexplorées de Transylvanie. C'était là, au cœur d'une forêt que même les loups-garous évitaient, que vivait la famille Blackwood. La première chose qui frappait le voyageur qui s'aventurait sur leur terre, c'était la couleur. La forêt des Blackwood n'était pas verte. Les feuilles des chênes et des hêtres possédaient une teinte pourpre, presque bordeaux. Au coucher du soleil, lorsque la lumière rasante traversait la canopée, on avait l'impression de marcher sous un ciel de rubis. Les habitants de la région chuchotaient que les arbres ne buvaient pas de l'eau, mais le sang de la terre elle-même. Les Blackwood n'étaient pas des reclus par choix, mais par nécessité. Ils vivaient dans une forteresse de bois noirci, un édifice organique qui semblait avoir poussé du sol plutôt que d'avoir été construit. Les racines des arbres s'entremêlaient avec les fondations de pierre et le lierre qui grimpait au mur avait des épines longues comme des doigts. C'était une famille ancienne, noble, mais marquée par une mélancolie héréditaire. Ils étaient tous d'une pâleur extrême, presque diaphane, avec des yeux cernés de violet. Ils ne possédaient pas la vigueur des autres sorciers. Ils se déplaçaient avec une lenteur gracieuse mais fragile, comme s'ils économisaient chaque mouvement. Pourquoi cette fragilité ? Parce que chez les Blackwood, la magie ne provenait pas d'un noyau magique inépuisable. Pour eux, la magie était un fluide. Un fluide qui coulait dans leurs veines. Chapitre 11. Elodéon maudit. Les rumeurs concernant les Blackwood étaient contradictoires. Pour certains, ils étaient des saints, des faiseurs de miracles capables de repousser la mort là où les guérisseurs de Sainte Mangouste avaient échoué. Pour d'autres, c'étaient des monstres, des nécromanciens qui jouaient avec les lois interdites de la vie. La vérité, comme souvent, se situait entre les deux, sur le fil du rasoir. La spécialité des Blackwood était l'émomancie curative ou la magie du sang. Dans le monde sorcier moderne, la magie du sang est strictement interdite, classée comme magie noire de catégorie A. On l'associe aux rituels de résurrection, aux malédictions familiales et aux pactes démoniaques. Mais les Blackwood n'utilisaient pas le sang pour nuire. Ils l'utilisaient pour réparer. Imaginez un enfant mordu par un basilic, le venin se répandant dans ses veines, condamné par tous les médicomages. Les parents désespérés, ayant épuisé tous les recours, entreprenaient le voyage périlleux vers la forêt rouge. Ils déposaient l'enfant mourant devant les portes de bois noir. Les portes s'ouvraient sans bruit. Une silhouette encapuchonnée sortait, examinait le malade et hochait la tête. L'enfant était emmené à l'intérieur. 3 jours plus tard, il ressortait, rose et vigoureux, sans la moindre cicatrice, riant comme s'il n'avait jamais frôlé la mort. Mais ceux qui observaient attentivement remarquaient un détail troublant. Si l'enfant ressortait plein de vie, le sorcier Blackwood qui l'avait soigné semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient plus gris, sa démarche plus voûtée, sa peau plus fine. C'était le secret des Blackwood. Ils ne soignaient pas avec des potions ou des incantations vides. Ils soignaient par transfert. Ils achetaient la vie de leurs patients avec leur propre vitalité. Chapitre 12. Et le sanguis reparato. Le sortilège au cœur de leur pratique s'appelait le sanguis reparato. Je trouve sa description dans le grimoire, accompagnée de diagrammes anatomiques d'une précision chirurgicale. Contrairement au sort de guérison classique comme le vulnérassananture qui referme les plaies en chantant une contre-malédiction, le sanguis reparato fonctionne sur un principe de sympathie biologique. Le sorcier doit s'entailler la main, puis poser sa main sanglante sur la blessure du patient. L'incantation agit comme un pont. Sanguis me, vita tua. Dolor me, salut tua. Mon sang, ta vie. Ma douleur, ton salut. Le sortilège ne se contente pas de recoudre la chair. Il ordonne aux cellules du sorcier de migrer dans le corps du patient pour remplacer les tissus endommagés. C'est une greffe magique instantanée. Le sorcier donne littéralement un morceau de lui-même pour combler le vide laissé par la maladie ou la blessure. C'était une magie d'une noblesse absolue, un sacrifice pur. Mais c'était aussi une drogue. Les Blackwood étaient accros à la sensation de sauver des vies, à ce moment divin où la mort recule devant leur volonté.
Ils se sentaient comme des dieux bienveillants. Mais les dieux sont immortels, et les Blackwood ne l'étaient pas. Au fil des générations, leur espérance de vie diminua drastiquement. Un Blackwood dépassait rarement l'âge de 40 ans. Ils mouraient d'épuisement, leur cœur cessant simplement de battre, vidé de toute essence vitale. Leur enfant naissait faible, le capital vie de la famille s'amenuisant à chaque acte de guérison. Chapitre 13. Et le prix dès la veilleuse, le manoir Blackwood devint un lieu de silence et d'ombre. Les murs étaient tapissés de portraits de jeunes hommes et femmes aux visages magnifiques mais spectraux, tous morts trop tôt. La philosophie de la famille changea. Ils devinrent obsédés par l'idée de l'échange équivalent. S'ils devaient donner leur vie pour soigner, alors la vie qu'ils sauvaient devait en valoir la peine. Ils commencèrent à refuser des patients. Ils ne soignaient plus les paysans ou les inconnus. Ils ne soignaient que ceux qu'ils jugeaient dignes, les grands inventeurs, les chefs charismatiques, les prodiges de la magie. Ils se prirent pour des juges du destin. Qui mérite de vivre? Qui peut être laissé à mourir? Cette arrogance, née de leur souffrance, commença à noircir leur âme. Le sang qu'ils versaient n'était plus un don d'amour, mais un investissement calculé. Et comme souvent avec la magie, lorsque l'intention se corrompt, le sortilège se corrompt aussi. Le sanguis reparato commença à muter. Les patients guéris par les Blackwood commencèrent à changer. Ils développaient des traits de caractère de leur sauveur. Une mélancolie soudaine, des rêves de forêt rouge, une aversion pour la lumière vive. En recevant le sang des Blackwood, ils recevaient aussi une part de leur malédiction, une part de leur mémoire génétique. Les Blackwood étaient en train de coloniser le monde sorcier de l'intérieur, répandant leur lignée à travers ceux qu'ils soignaient. Chapitre 14. La peste d'argent. La fin commença par un hiver particulièrement rigoureux en 1809. Une maladie inconnue frappa l'Europe de lait. On l'appelait la peste d'argent, car elle transformait la peau des victimes en une substance grise et métallique, figeant leurs articulations jusqu'à ce qu'elles deviennent des statues vivantes, prisonnières de leur propre corps. La médecine conventionnelle était impuissante. Les potions de mandragore ne faisaient qu'accélérer le processus. La panique s'empara du monde sorcier. Des milliers de malades affluèrent vers la forêt rouge, suppliant les Blackwood d'ouvrir leurs portes. Ils campaient à l'orée des bois, leurs gémissements portés par le vent glacé. À la tête de la famille se trouvait alors Isolde Blackwood. Elle était la dernière matriarche, une femme de 30 ans qui en paraissait 60, usée par des années de sacrifice. Elle regardait la foule des mourants depuis sa haute tour, le cœur serré par un dilemme impossible. Si elle tentait de soigner la peste d'argent avec le sanguis reparato, elle savait ce qui se passerait. Cette maladie ne se contentait pas de détruire le corps, elle dévorait la magie. Pour guérir un seul malade, il faudrait la vie entière d'un Blackwood. Pour sauver la foule, il faudrait exterminer sa propre famille. Mais Isolde était une guérisseuse dans l'âme. Elle ne pouvait pas regarder le monde mourir à ses portes. Elle prit une décision qui allait sceller le destin de sa maison à jamais. Chapitre 15. Et le dernier sacrifice. La nuit du sacrifice est connue dans les légendes locales comme la nuit des lamentations. Isolde réunit les 7 derniers membres de sa famille dans la crypte du manoir, là où les racines des arbres ancêtres perçaient le plafond de pierre. Elle leur expliquait qu'ils ne pouvaient pas soigner les individus un par un. C'était mathématiquement impossible. Ils devaient changer l'échelle du sort. Ils devaient lancer un sanguis reparato atmosphérique. Ils allaient dissoudre leur propre forme physique, vaporiser leur sang pour créer une brume curative qui recouvrirait toute la région. C'était un suicide collectif, mais c'était aussi l'acte de guérison ultime. Certains pleurèrent, d'autres, trop fatigués de cette vie de douleur, acceptèrent avec soulagement. Ils formèrent un cercle, se tenant les mains entaillées. Isolde prononça l'incantation finale, modifiée pour l'occasion. Sanguinosté, Vitamindi. Notre sang, la vie du monde. Le manoir explosa, non pas dans une déflagration de feu, mais dans un giset de lumière cramoisie. Une brume rouge, épaisse et chaude, se déversa de la forêt. Elle roula sur les collines, enveloppant le campement des malades, pénétrant dans les villages, s'infiltrant dans les maisons. Là où la brume touchait la peau d'argent, le métal redevenait cher. La chaleur revenait. Le souffle se libérait. En une nuit, la peste d'argent fut éradiquée de Transylvanie. Des milliers de vies furent sauvées. Mais au matin,
Quand le soleil se leva sur la forêt rouge, le manoir Blackwood avait disparu. À la place, au centre du cratère, se dressait cet arbre immense, à l'écorce blanche comme des os et aux feuilles rouges sang. Chapitre 16. L'isolement. Les sorciers qui s'aventurèrent dans la zone après l'événement découvrirent que la magie des Blackwood n'avait pas disparu. Elle était devenue environnementale. La brume rouge ne s'était jamais totalement dissipée. Elle stagnait entre les arbres, consciente et protectrice. Quiconque entrait dans la forêt voyait ses blessures guérir instantanément. Une jambe cassée se ressoudait en quelques secondes. Mais s'il restait trop longtemps, la forêt commençait à guérir des choses qui ne devaient pas l'être. Elle effaçait les cicatrices de la mémoire. Elle réparait l'individualité en fondant l'esprit du voyageur dans la conscience collective des arbres. Le ministère local, terrifié par cette immortalité forcée, déclara la zone terra prohibita. Des barrières magiques furent érigées tout autour de la forêt rouge pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir. Le sort du sanglier reparato fut effacé des manuels de médicomagie. On jugea que le prix à payer, la tentation de sacrifier sa propre humanité pour jouer à Dieu, était trop grand. La lignée Blackwood s'était éteinte en offrant au monde le plus grand miracle médical de l'histoire, mais le monde a choisi d'oublier leur nom pour se protéger de leur héritage. Aujourd'hui encore, on dit que les arbres au centre de la forêt saignent si on les coupe, et que la sève a le goût salé des larmes. Le bruit d'une page qui se tourne résonne lourdement. Nous avons vu le temps se figer. Nous avons vu le sang se sacrifier. Mais il existe une magie plus ancienne encore, une magie qui ne vient ni de l'horloge ni des veines, mais de la roche elle-même. Préparez-vous à sentir le sol trembler. Nous partons pour les hautes terres d'Écosse, à la rencontre du clan Stonard. Chapitre 17. Les hautes terres. Le grimoire devient soudainement plus lourd entre mes mains, comme si les pages elles-mêmes étaient imprégnées de minéraux. L'écriture change aussi. Les lettres fines et nerveuses du chapitre précédent laissent place à des caractères épais, anguleux, presque gravés dans le papier. Nous quittons la chaleur morbide de l'Europe pour les vents cinglants du Nord. Bienvenue dans les Highlands écossais, au Xe siècle. Une terre de brume, de bruyères violets et de rochers noirs qui semblent observer les voyageurs. C'est ici que vivait le clan Stonard. Contrairement aux Eldorias raffinés ou aux Blackwood mélancoliques, les Stonard étaient des gens rudes. Ils ne construisaient pas de manoirs délicats ni de châteaux gothiques. Ils vivaient dans des forteresses troglodytes, creusées à même les falaises de granit surplombant la mer déchaînée. Ils ne se considéraient pas supérieurs aux moldus. Ils se considéraient supérieurs à tout ce qui ne venait pas de la pierre. Leur magie était différente, brutale, directe. Observer un duel de sorciers classiques, c'est une danse, des jets de lumière, des esquives. Mais les Stonard ne dansaient pas. Ils restaient immobiles, les pieds nus ancrés dans le sol et la terre se battait pour eux. Un mur de pierre surgissait pour bloquer un sort. Le sol s'ouvrait pour avaler un ennemi. Le chef du clan à cette époque s'appelait Morag la silencieuse. On disait qu'elle ne parlait pas aux hommes, mais qu'elle murmurait aux montagnes. Et les montagnes lui répondaient. Chapitre 18. Cœur des pierres. La philosophie magique des Stonard reposait sur un principe simple. La baguette magique est une béquille. Pour eux, canaliser la magie à travers un bout de bois était une insulte à la source même du pouvoir. La magie, disait-il, est le sang de la terre. Elle coule dans les veines de magma, elle vibre dans les cristaux de quartz, elle dort dans le calcaire. Ils pratiquaient la géomancie profonde. Dès leur naissance, les enfants du clan étaient baptisés dans des grottes secrètes. On les laissait seuls dans l'obscurité totale pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils apprennent à voir non pas avec leurs yeux, mais avec les vibrations du sol. Ils développaient une peau plus dure que la moyenne, résistante aux coupures. Leurs os étaient d'une densité incroyable, il était presque impossible de casser le bras d'un Stonard. Mais cette force avait un coût. Ils devenaient littéralement lourds. Ils ne pouvaient pas nager, coulant à pic comme des enclumes. Ils ne pouvaient pas monter sur un balai, leur densité magique perturbant les charmes de vol. Ils étaient les maîtres incontestés du sol, mais ils étaient prisonniers de la gravité. Chapitre 19. Et le chant des failles. Leur sortilège le plus secret n'était pas un sort d'attaque, mais de communication. Ils l'appelaient le terra susuru, le murmure de la terre. En posant leurs mains à plat sur le sol rocheux, les Stonard pouvaient envoyer des messages à travers les couches géologiques.
Ils utilisaient les lignes telluriques comme un réseau de communication instantané. Un sorcier à Édimbourg pouvait sentir une vibration rythmique dans le sol envoyée par son frère depuis les îles Hébrides. Mais Morag voulait aller plus loin. Elle ne voulait pas seulement parler à travers la Terre, elle voulait parler à la Terre. Elle était persuadée que la planète elle-même était une entité consciente, un génie aussi colossal endormi sous la croûte terrestre. Les archives du clan décrivent des nuits où Morag restait allongé sur le sol gelé, l'oreille collée à la roche, écoutant le grincement des plaques tectoniques. Elle disait entendre une respiration lente, profonde, faite de magma et de pression. Elle voulait réveiller cette conscience. Elle croyait qu'en s'alliant à l'esprit de la terre, les sorciers ne craindraient plus jamais les persécutions. Chapitre 20 est le rituel du géant endormi l'année 1492 et célèbre pour la découverte de l'Amérique par les Moldus, mais dans le monde sorcier écossais, elle marque l'année du Grand Éveil. Le clan Stonard était menacé. Des clans rivaux, jaloux de leurs mines de pierres précieuses, s'étaient alliés pour les assiéger. Enfermés dans leur forteresse de pierre, les Stonards étaient en infériorité numérique. Les catapultes ennemies pilonnaient leur défense. Morag prit la décision d'invoquer le géant endormi. Ce n'était pas un vrai géant de chair et d'os, mais une manifestation avatar de la montagne elle-même. Le rituel nécessitait que chaque membre du clan devienne un pilier conducteur. Ils se placèrent en cercle autour du gouffre central de leur forteresse, un puissant fond qui descendait vers les entrailles de la terre. L'incantation était un chant grave, une fréquence basse qui faisait vibrer la cage thoracique, surgeur terramaté. Défends filio tuo. Lève-toi, terre-mère. Défends tes enfants. Ils versèrent leur magie dans le sol, non pas par petits filets, mais comme un torrent. Ils forcèrent le réveil géologique. Chapitre 21 est le tremblement. Ce qui se passa ensuite n'est pas enregistré comme une bataille, mais comme une catastrophe naturelle. La montagne ne se contenta pas de trembler. Elle se leva. La roche sous les pieds des assaillants se liquéfia, les avalant entiers avant de se resolidifier instantanément. Des bras de pierre grands comme des tours surgirent des flancs de la falaise, balayant les armées ennemies comme on chasse des mouches. C'était une démonstration de puissance absolue. En 10 minutes, la guerre était finie. Mais la terre, une fois réveillée, ne voulut pas se rendormir. Le rituel avait créé une connexion permanente entre les stonates et le magma souterrain. La chaleur commença à monter. Le sol devint brûlant. Les sources d'eau se transformèrent en gisets de vapeur. Morag réalisa avec horreur qu'il n'avait pas invoqué un protecteur, mais qu'il avait ouvert une porte qu'il ne pouvait plus fermer. L'énergie tellurique remontait par leur propre corps, trop puissante pour des enveloppes charnelles. Chapitre 22 La pétrification, la malédiction qui frappa les Stonards fut lente et silencieuse. On l'appelle la pétrification progressive. Cela commença par les extrémités. Le bout des doigts de Morag devint gris et dur, perdant toute sensation. Ce n'était pas de la gangrène, c'était du granit. La chair se transmutait en pierre vivante. Au début, ils crurent que c'était une armure, un don ultime de la terre-mère. Ils étaient invulnérables aux lames et aux sorts. Mais la pierre ne s'arrêta pas à la peau. Elle gagna les muscles, les tendons et finalement les organes. Imaginez la terreur de sentir vos articulations se raidir, non pas par l'âge, mais parce qu'elles deviennent minérales. Vos mouvements deviennent lents, saccadés, accompagnés de bruits de frottement de gravier. Votre voix devient grave, rocheuse, jusqu'à ce que vos cordes vocales se figent. Les Stonards essayaient de fuir, de quitter leur terre maudite, mais dès qu'ils s'éloignaient de la source de magie, le processus s'accélérait. Ils étaient condamnés à rester sur place, à se transformer lentement en statues conscientes. Chapitre 23 est le silence des roches. La fin du clan Stonard ne fut pas un cri, mais un arrêt. Un par un, ils se figèrent. Morag fut la dernière. On dit qu'elle monta au sommet de la plus haute falaise, face à la mer, pour regarder le soleil se coucher une dernière fois. Elle savait que lorsque le soleil se lèverait à nouveau, ses yeux seraient de quartz et ne verraient plus la lumière de la même façon. Elle s'assit, posa ses mains sur ses genoux et attendit. La pierre recouvrit son cœur, ralentissant ses battements jusqu'à un rythme géologique, un battement par siècle. Aujourd'hui, si vous visitez cette région reculée des Highlands, vous verrez un cercle de formations rocheuses étrangement humanoïdes au sommet des falaises. Les touristes moldus les prennent en photo,
pensant que ce sont des menhirs sculptés par des druides anciens. Ils ne savent pas qu'ils marchent au milieu d'un cimetière de vivants. Les sorciers locaux évitent l'endroit. Ils disent que la magie est trop dense, qu'elle perturbe les baguettes. Et parfois, par les nuits de grand vent, on croit entendre non pas le sifflement de l'air, mais un chant très bas, très profond, venant de l'intérieur des rochers. Le clan Stonard est toujours là. Ils dorment, rêvant de tectonique et de feu, attendant peut-être que quelqu'un connaisse le conte-chant pour les libérer de leur armure éternelle. Le livre se referme doucement, la poussière de pierre retombant sur le bois du bureau. Nous avons exploré le temps, le sang et la terre. Mais il reste une catégorie de magie encore plus insaisissable. Une magie qui ne laisse aucune trace physique, car elle n'appartient pas au monde de la matière. Préparez-vous pour l'ultime voyage. Nous partons à la recherche de l'héritage silencieux. Chapitre 24. La famille sans NOM, la dernière section du grimoire est la plus perturbante. Jusqu'à présent, nous avions des noms, des lieux, des dates. Eldoria dans les Alpes, Blackwood en Transylvanie, Stonard en Écosse. Mais ici, les pages sont blanches. Non, pas blanches. Elles sont remplies d'une écriture qui s'efface au moment même où vous essayez de la lire. Il existe une famille dont le nom a été si puissamment banni qu'il ne peut plus être écrit, prononcé ou même pensé clairement. Dès que j'essaie de me concentrer sur leur patronyme, mon esprit glisse comme de l'eau sur une pierre lisse. Appelons-les les silencieux. Cette famille ne vivait pas dans un manoir ou une forteresse. Ils vivaient parmi nous, invisibles. Leur magie n'était pas liée aux éléments physiques comme le temps, le sang ou la pierre. Ils avaient compris, bien avant tout le monde, que la réalité n'est qu'une construction de l'esprit. Leur magie était la magie conceptuelle. Pour un sorcier ordinaire, si vous voulez allumer un feu, vous lancez incendio. Vous créez une réaction physique de combustion. Pour les silencieux, c'était une perte de temps grossière. Pour eux, il suffisait de convaincre l'univers qu'il y avait déjà du feu. Ils imposaient leur volonté à la matière par la seule force de la pensée. Chapitre 25. Magie de l'esprit. Cette forme de magie rendait les baguettes obsolètes. Les baguettes, disait-il, ne servent qu'à canaliser une intention faible. Un esprit fort n'a pas besoin de canal, il est le canal. Les rares textes qui font allusion à leur pratique décrivent des scènes déroutantes. Un repas où les plats apparaissaient sur la table sans qu'aucun elfe de maison ne les ait préparés, simplement parce que la maîtresse de maison avait décidé que le dîner était servi. Des ennemis qui s'effondraient en duel sans être touchés par un sort simplement parce qu'ils avaient soudainement oublié comment respirer. C'était l'occlumencie et la légilimencie poussées à un niveau divin. Ils ne lisaient pas seulement les pensées, ils les réécrivaient. Mais le pouvoir absolu corrompt absolument, et le pouvoir sur l'esprit est le plus dangereux de tous. Car si vous pouvez réécrire la réalité, comment savoir ce qui est vrai? Comment savoir si vous aimez vraiment votre époux, ou si l'on a simplement modifié votre perception pour que vous le croyiez? Chapitre 26. Le tisseur de rêves, leur chef-d'œuvre, et la cause probable de leur disparition, fut le sortilège du somnium, m'a dit le rêve du monde. Les silencieux s'étaient rendus compte que la réalité est consensuelle. Une table est solide parce que nous sommes tous d'accord pour dire qu'elle est solide. Si tout le monde se mettait à croire qu'elle est liquide, elle le deviendrait. Ils voulurent créer une utopie. Ils voulurent connecter tous les esprits sorciers dans un vaste réseau onirique, un inconscient collectif harmonieux où la haine et la peur n'existeraient plus. Ils voulaient tisser un rêve si beau qu'il remplacerait la réalité. Imaginez un monde où il n'y a plus de guerre, car la colère est effacée avant même de naître. Un monde où personne n'a faim, car la sensation de satiété est partagée par tous. C'était leur projet. Une dictature du bonheur mental. Chapitre 27. L'évanouissement. Personne ne sait exactement quand cela s'est produit, car la mémoire de l'événement a elle-même été altérée. Mais on pense qu'ils ont tenté d'activer le somnium Mahdi au début du X siècle. Ils se sont réunis, non pas physiquement, mais mentalement, liant leur esprit pour former une conscience unique, gigantesque. Ils ont commencé à tirer sur la réalité pour la remplacer par leurs rêves. Et puis ils ont disparu. Ils ne sont pas morts. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de cri. Simplement, un jour, ils étaient là, et le lendemain, l'univers avait oublié qu'ils avaient existé. La théorie la plus fascinante est celle de l'ascension.
En essayant de devenir pure pensée, ils ont réussi. Ils se sont détachés de la matière. Ils ont transcendé la condition humaine pour devenir des êtres d'abstraction pure. Ils sont devenus des idées. Chapitre 28. Les traces invisibles sont-ils parties? Pas vraiment. Les experts en phénomènes paranormaux pensent que les silencieux sont toujours là, flottant dans la noosphère, la couche de pensée qui entoure la Terre. Avez-vous déjà eu une idée géniale qui semblait venir de nulle part? Avez-vous déjà ressenti une impression de déjà-vu si forte qu'elle vous donnait le vertige? Avez-vous déjà pensé à quelqu'un et cette personne vous a envoyé un hibou à l'instant même? Ce ne sont peut-être pas des coïncidences. Ce sont peut-être les silencieux qui nous frôlent. Ils sont devenus les muses, les inspirations, les intuitions soudaines. Ils n'ont plus de corps, mais ils influencent encore le monde en chuchotant des rêves dans nos oreilles pendant notre sommeil. Leur magie n'a pas été perdue. Elle est devenue l'air que notre esprit respire. Chapitre 29. CEQI reste, je referme le grimoire orphelin. La poussière retombe dans la bibliothèque des ombres. Nous avons voyagé loin ce soir. Nous avons vu l'orgueil des Eldoria figé dans le temps, le sacrifice sanglant des Blackwood devenus forêt, la puissance terrible des Stonats changés en pierre, et l'ambition abstraite des silencieux devenus pure pensée. Qu'avons-nous appris? Que la magie n'est pas à jouer. Ce n'est pas seulement un outil pour laver la vaisselle ou faire voler une plume. C'est une force fondamentale, primordiale, qui exige le respect. Ces familles ont cherché à dépasser les limites humaines. Elles ont cherché l'éternité, la guérison absolue, la force invincible, l'utopie parfaite. Et elles ont payé le prix fort. Mais il ne faut pas les juger trop sévèrement, car c'est dans la nature du sorcier de repousser les frontières. Sans cette curiosité, nous serions encore en train de frotter des bâtons pour faire du feu. La magie que nous utilisons aujourd'hui est plus sûre, oui. Elle est domestiquée, comme je le disais au début. Mais n'oubliez jamais que sous la surface polie de votre baguette sommeille le même feu sauvage qui a consumé ces anciennes maisons. Chapitre 30. Et le dernier grimoire, la bougie sur mon bureau vacille. Elle est presque consumée. L'aube approche, et avec elle, le monde rationnel reprendra ses droits. Les mystères de la nuit vont se dissiper comme la brume sur un lac écossais. Gardez ces histoires en vous, non pas comme des vérités historiques absolues, car qui peut dire où finit l'histoire et où commence la légende, mais comme des secrets précieux. Quand vous lancerez votre prochain sortilège, aussi simple soit-il, ayez une pensée pour ceux qui sont allés trop loin. Pour Callum Eldoria et son amour perdu. Pour Isolde Blackwood et son sacrifice. Pour Morag Stonard et son sommeil de pierre. Et pour ceux dont on ne peut dire le nom. La magie est un don, mais c'est aussi une responsabilité. Vous êtes les héritiers de cette histoire. Maintenant, dormez. Laissez votre esprit vagabonder là où la magie est encore libre, sauvage et sans limite. Dans le monde des rêves, nous sommes tous des sorciers puissants et aucune loi du ministère ne peut nous y atteindre. Bonne nuit et que vos rêves soient magiques.